15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Inauguration aujourd'hui donc du centre de santé Guédi Amarre Samatar au PK20. Et dans l'actualité africaine, en Afrique du Sud, funérailles nationales pour Winnie Mandela. C'était le titre, merci à vous de nous rejoindre. Nous entamons ce journal par ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a été réélu pour un second mandat à la tête de la République arabe d'Égypte. Dans son message, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a salué une victoire éclatante, marque de l'adhésion du peuple égyptien à la politique du président al-Sisi. Je suis convaincu que la poursuite de votre action à la tête de la République arabe d'Égypte sera un gage de cohésion pour votre pays, a écrit le président Guelleh. Votre réélection permettra aussi à votre pays de poursuivre sa lutte acharnée et légitime contre le terrorisme et les extrémismes de tous bords, a-t-il ajouté. Soyez sûr, monsieur le président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de la République de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement de nos relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations, a par ailleurs indiqué le chef de l'État djiboutien avant de réitérer ses vœux de succès et de réussite à son homologue égyptien. Sous la présidence du député Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation générale s'est tenue ce mardi. L'ordre du jour de cette séance a porté sur l'examen en procédure d'urgence de 3 projets de loi, à savoir le projet de loi numéro 3 portant civil, le projet de loi numéro 4 portant code de procédure civile et le projet de loi numéro 1 portant modification et complétant le code du commerce. Lors de cette réunion, le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, ministre de la Justice, des Affaires pénitentiaires. La réforme du code civil et du code de procédure civile indispensable au renforcement du dispositif législatif de la République de Djibouti participe donc d'une part au climat des affaires et des investissements à Djibouti et d'autre part il s'agit également d'adapter les textes et le besoin des citoyens tout en renforçant la sécurité juridique en la matière. En outre, force est de constater que cette réforme jette les bases de la modernisation des instruments juridiques indispensables à la meilleure application des lois à l'endroit des justiciables. Inauguration d'un centre de santé au PK20. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mouki, a procédé hier après-midi à l'inauguration du centre de santé communautaire baptisé Guédi Amarre Samatar au PK20. Ce nom est donné à ce centre de santé en hommage à un local général de la région d'Arta, plus connu sous le nom de Guédi Gab. La population du PK20 et des environs sont venus en grand nombre pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé et à sa délégation dans une ambiance festive et de joyeuse, en exécutant des chants et des danses traditionnelles. À son arrivée, le ministre de la Santé et sa délégation se sont prêtés à un bain de foule au milieu d'une population enthousiaste qui s'est mobilisée massivement pour participer à cette inauguration. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Osman Aden, du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional, ainsi que du secrétaire général par intérim du ministère de la Santé et de nombreux cadres du département de la Santé qui ont participé avec les élus locaux à cette cérémonie haute en couleur. Il s'agit également de désengrener les hôpitaux de référence en disposant d'un nouveau palier intermédiaire qui puisse offrir des prestations telles que l'ophtalmologie, la stomatologie, la maternité, les services des urgences, la radiologie et l'ORL. Ce centre de santé communautaire va desservir la population de PK20 qui a accueilli les habitants délocalisés de Doralé qui se sont installés dans cette bourgade. Ce nouveau centre de santé communautaire offre également des prestations spécialisées telles que la maternité qui vise à renforcer la qualité de l'offre de soins et l'amélioration de l'accès et la proximité des soins de santé spécialisés qui soient au plus près de la population. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mouki, et ses invités ont donc procédé à la coupure du ruban symbolique avant d'entonner à l'unisson l'hymne national de notre pays. La cérémonie a débuté par un mot de remerciement d'un membre de la famille de feu Guédi Gab, en l'occurrence son fils Ali Guédi. Et au nom des habitants de Doralé et du PK20, les chefs de ces quartiers respectifs ont pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé et à ses invités. Les notables de ces localités ont également tenu à transmettre le remerciement et la gratitude de la population à l'endroit du gouvernement et plus particulièrement au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh.
Et le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Darare, ainsi que le président du conseil régional, Elmi Bou, en tour à tour, exprimaient également leur encouragement aux efforts gouvernementaux pour développer et moderniser les infrastructures de soins de santé. Les deux représentants de la région d'Arta ont félicité de vive voix l'avènement de ce centre de santé communautaire Guédigab qui honore tous les habitants de cette contrée, tant par l'histoire que par le vécu de ce grand local général qui fut respecté et apprécié par tous. Et pour sa part, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a indiqué que l'ouverture de ce centre de santé fait partie d'un ensemble de mesures gouvernementales visant à améliorer le bien-être social de la population. En effet, la secrétaire d'État a mis en exergue un certain nombre de structures d'appui socio-économique qui seront mises à la disposition de la population afin de promouvoir leur résilience et engager durablement une amélioration conséquente des niveaux de vie. Et clôturant la série des interventions, le ministre de la Santé a rappelé les objectifs visés dans la mise en œuvre des projets de ce centre de santé communautaire qui répond aux doléances exprimées par la population en les exhortant également d'en prendre soin et de veiller à la salubrité de leurs biens communs et à sa pérennisation. On écoute le ministre. Comme vous le savez, nous avons commencé les inaugurations des structures de deuxième niveau depuis Waravali, après PK12, puis Angela, et aujourd'hui nous sommes ici à PK20. Cela est dû à votre demande et surtout les instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, particulièrement au niveau de la santé, pour améliorer et renforcer les structures de santé, mais améliorer le plateau technique, augmenter le personnel et augmenter la dotation des médicaments et de matériel à toutes les structures. Et aujourd'hui, nous sommes ici à PK20. Pourquoi PK20? Parce que non seulement il y a la population de PK20, de Boulé, de Agadere, de PK21, de PK23, toute la zone, mais aussi, il y a aussi la population qui a été déplacée de Doralé. Nous avons fait une extension de plus de 80% du centre, équipé avec des équipements de pointe. Surtout ne pas oublier la partie dédiée à la mer, qui est une partie très importante, puisque la première dame de la République de Djibouti nous a non seulement ordonné, mais aussi suit de près toutes les actions. Aujourd'hui ici, dans ce centre, il y a une grande partie qui est dédiée à la maternité, qui est dédiée aux soins, non seulement à un prénatal, mais aussi postnatal. Il y a tout ce qui est médicaments, il y a des mères conseillères, des sages-femmes, ainsi que des gynécologues qui passeront une fois par semaine. À part cela, je voudrais dire qu'une urgence sera ici. L'urgence sera ouverte 24 heures sur 24. D'autres services, que ce soit de laboratoire ou autres, seront eux aussi disponibles. Et nous allons constamment essayer d'améliorer ce centre. Et par la suite, le ministre de la Santé et sa délégation ont effectué une visite guidée de ce joyau flambant neuf sous la conduite du médecin-chef et du directeur des régions sanitaires qui ont présenté les différents services de ce centre de santé communautaire. Le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, a donc passé ainsi en revue l'ensemble des services de ce nouveau centre qui dispose d'un laboratoire performant et des équipements technologiques de pointe, de plusieurs lits d'hospitalisation avec les services des urgences opérationnelles 24 heures sur 24, d'une pharmacie communautaire, d'une salle d'accouchement ainsi que la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Le centre de santé communautaire dispose également d'un personnel qualifié qui est donc motivé pour servir dans les meilleures conditions la population de cette bourgade et de localités environnantes. Sport à présent, les 11e Jeux de la jeunesse des pays de l'océan Indien se tiendront pour la première fois en République de Djibouti du 20 au 28 avril prochain. Ces Jeux réuniront plus de 1200 jeunes issus de 7 pays. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a fait une déclaration à cette occasion. Nous l'écoutons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, mardi 3 avril 2018, est un jour historique pour notre pays en général et au sport national en particulier, car
j'éprouve un immense plaisir pour vous annoncer officiellement l'organisation des 11e Jeux de la Commission de la Jeunesse des Sports et de l'Océan Indien, la CJOCI, qui se tiendront pour la première fois en République de Djibouti du 20 au 28 avril 2018. À cette occasion, plus de 1200 jeunes issus de 7 pays, à savoir Madagascar, Maurice, les Comores, Mayotte, Seychelles, la Réunion et la République de Djibouti, en sa qualité de pays hôte, vont compétir dans différentes disciplines sportives, à savoir l'athlétisme, le football, le handball, la pétanque et le tennis de table. Mais aussi, on aura la culture, comme par exemple l'assemblée de jeunes, le spectacle vivant et la danse traditionnelle avec musique, dans un esprit de fair play, d'amitié, de respect, de solidarité et de paix. La désignation de la République de Djibouti en tant que pays organisateur de ces 11e Jeux de la CJOCI constitue une grande première et une consécration pour tous les efforts des acteurs politiques, du mouvement sportif, associatif et du secteur économique. Plus qu'un événement sportif, ces Jeux représentent pour notre pays une formidable opportunité pour accroître son attractivité internationale, son rayonnement et renforcer la place du sport djiboutien. Certes, le défi est énorme, mais ce jeu résulte de la mobilisation de tout un pays, à sa tête le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement djiboutien, les sportifs, les opérateurs économiques et toute la population à l'échelle nationale. La République de Djibouti, fidèle à sa réputation de terre d'accueil et d'hospitalité, et conformément à son engagement, ne ménagera aucun effort et mettra tout en œuvre pour accueillir les pays amis et frères dans les meilleures conditions possibles. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport exprime toute sa reconnaissance et sa profonde gratitude à toutes les bonnes volontés qui soutiendront ce formidable challenge sportif. À leur tête, le premier supporter du sport national, son Excellence Monsieur le chef de l'État. Enfin, je profite de cette opportunité pour inviter la population djiboutienne à participer massivement à ces 11e Jeux de la CJOCI, de faire en sorte que chaque jour qui passe, chaque aire de jeu soit synonyme de fête, de joie, d'allégresse, d'enchantement, de partage et de compréhension, tout cela dans le respect mutuel. Dans l'actualité également, suite à la noyade survenue de 3 jeunes de la plage de la Siesta hier, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu donc ce matin sur les lieux afin de prendre des mesures pour éviter ce genre d'accident, en plaçant notamment des maîtres nageurs de la protection civile, mais également en délimitant avec des flotteurs les zones de baignade assez profondes et dangereuses. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport était accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, notamment de Ali Mohamed Dato, conseiller donc en communication Madina Salah, du directeur du tourisme, ainsi que des responsables de la fédération de sport aquatique. Le secrétaire d'État s'est senti dans l'obligation de réagir à cette tragédie et a donc invité la direction du tourisme, la mairie de Djibouti, les pompiers, les gardes-côtes ainsi que les fédérations en charge des sports aquatiques de se concentrer pour prendre des précautions qui s'imposent. Représentants des pompiers, également les fédérations, c'est-à-dire la fédération de natation ainsi que la fédération de la plongée sous-marine, afin de discuter avec eux et voir avec eux les voies et moyens d'éviter que ce genre d'événements se répètent, puisque généralement tous les vendredis, presque tous les vendredis, nous avons des accidents en mer. Même si les jeunes savent nager, deux fois
même s'ils savent nager, ils sont emportés par la mer parce que avec l'arrivée de l'été, la mer est très agitée. Donc, ils ont vu ensemble comment délimiter les espaces ou les zones de baignade, comment mettre en place des panneaux de signalisation ainsi que des flotteurs afin d'éviter que ce genre d'événements tragiques se reproduisent. Et le palais de justice a abrité hier une cérémonie de prestation de serment d'un jeune notaire. Cette cérémonie s'est déroulée devant la cour d'appel et en présence du procureur général Jama' Suleiman Ali, des juges de la haute cour et des ténors du barreau conformément à l'article 23 donc, de la loi portant statut de notariat. Shafir Abdelkader Abdelrahman donc a prêté serment et assurant remplir dignement ses fonctions de notaire, dignement, avec exactitude et probité. Et une page nécrologie, donc, pour signaler le décès ou la disparition de 2 personnes. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ahmed Gado Mohamed, survenu hier après-midi à l'hôpital militaire soudanais. Retraité de l'armée nationale, le défunt laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Âgé de 74 ans, le défunt était l'oncle paternel de notre collègue, rédacteur en chef du service Afar, Ali Ahmed Ali. La direction de l'information donc présente ses condoléances les plus attristées à notre collègue et à sa famille, que le Tout-Puissant ait pitié de son âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre décès, cette fois-ci donc de l'artiste Issé Haroun, survenu donc hier soir à son domicile à Hodan. Le défunt était donc apprécié pour sa générosité et sa sympathie. Artiste accompli, il était à la fois musicien, interprète et comédien. Il avait entamé sa carrière au sein du groupe théâtral Eglamao. Issé Haroun a beaucoup marqué la scène musicale, reprenant à la guitare nombre d'anciennes chansons qui sont restées dans le cœur des Djiboutiens. Le défunt aurait eu demain 53 ans. Il était né le 4 avril 1965 à Djibouti. Issé Haroun nous quitte et laisse derrière lui une veuve, 7 enfants et 3 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles africaines et à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour. Alors, dans un premier temps, Samatar, nous allons nous rendre en Afrique du Sud, où les funérailles de la veuve du prix Nobel de la paix Nelson Mandela, Winnie Mandela, ont eu lieu. Effectivement, Ahmed, des ministres et le président sud-africain lui-même, Cyril Ramaphosa, sont venus lui rendre hommage. Des funérailles d'État seront organisées, Ahmed, le 14 avril prochain, qui seront précédées par une cérémonie le 11 avril. Winnie Mandela a eu un formidable impact sur le continent africain. On se souviendra d'elle, Ahmed, comme une personne vaillante et courageuse. Winnie Mandela s'était imposée comme une égérie de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela en prison. Elle avait divorcé malheureusement en 1996. C'était une icône de la libération et puis quelque chose a terriblement mal tourné, explique à son propos Desmond Tutu, l'évêque et célèbre homme de paix sud-africain. Et toujours en nouvelle internationale, Samatar, Vladimir Poutine entame donc aujourd'hui une visite de 2 jours en Turquie. Il doit notamment inaugurer avec son homologue Recep Tayyip Erdogan le chantier de la première centrale nucléaire turque construite par la Russie, un dossier majeur pour les 2 pays. Effectivement, Ahmed, pour le président turc, le nucléaire est un symbole fort. C'est aussi une façon de développer sa propre industrie énergétique. Mais la centrale dont il doit inaugurer le chantier ce mardi avec Vladimir Poutine sera construite par les Russes. Et la Turquie devra aussi importer l'uranium pour alimenter les réacteurs. Alors qu'il tente de réduire sa dépendance pour les gaz envers la Russie, le gouvernement turc se tourne à nouveau vers elle pour le nucléaire. La Turquie fait donc le pari de l'atome et devrait devenir membre d'ici 2023 du petit club de l'énergie nucléaire. Le projet ultra-sensible devra au mieux fournir au moins 5% de l'électricité produite dans le pays.
Et retour sur le continent noir. Ce matin, le gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé donc le lancement d'une opération militaire pour traquer les djihadistes du groupe État islamique encore actifs dans l'ouest du pays. Effectivement, Ahmed, cette force créée en janvier 2017 par la GNA est basée actuellement à Al-Qums, une ville côtière située à une centaine de kilomètres de la capitale, de l'est de la capitale, a indiqué le maréchal Mohamed Al-Zain, qui la commande sans donner des détails sur sa composition ni sur l'ampleur de l'opération en cours. Depuis la chute du régime Mohamed Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices alors que deux autorités se disputent le pouvoir. Du côté, le GNA, reconnu par la communauté internationale, est basé à Tripoli, et de l'autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal Khalifa Haftar. L'État islamique, Ahmed, rappelons-le, avait profité du chaos pour s'implanter à Chypre en juin 2015, mais la GNA a repris le contrôle de la cité en décembre 2016 avec le soutien aérien de l'armée américaine qui mène régulièrement des frappes contre les djihadistes de l'État islamique dans le sud de la Libye. Et en Syrie, le pouvoir en passe ce matin de reprendre toute la Ghouta orientale. Des rebelles ont commencé à évacuer la dernière enclave qu'ils tenaient dans la Ghouta orientale et les forces du président Bachar al-Assad sont en passe de reprendre la totalité de cet ancien bastion des insurgés aux portes de Damas. Effectivement, Ahmed, une opération d'évacuation des rebelles et de leurs proches est organisée depuis le 2 avril par la Russie, grand allié du régime syrien, autour de la grande ville de Douma. Ultime poche rebelle dans la Ghouta orientale. La reprise totale de la région par les forces gouvernementales sera une des pires défaites pour les rebelles dans la guerre qui ravage les pays depuis plus de 7 ans. L'agence de presse officielle syrienne Sana a affirmé lundi soir que les 1146 terroristes du groupe Jaish al-Islam et des membres de leur famille sont partis de Douma vers Jarablos, une ville du nord de la Syrie, après plusieurs heures d'attente. Et enfin, ce matin, donc, en Inde, rapatriement des restes de 38 Indiens tués en Irak. Les restes donc de ces Indiens tués donc par l'organisation djihadiste État islamique ont été rapatriés 4 ans après leur disparition. Oui, Ahmad, des familles en deuil ont réceptionné les cercueils de leurs proches à l'aéroport d'Amistar, en grande ville de la région de Punjab, au nord, où étaient originaires la plupart des victimes. 39 ouvriers indiens travaillaient pour une entreprise de bâtiments à Mossoul lorsqu'ils étaient kidnappés en juin 2014, époque où l'État islamique a pris le contrôle des larges dans le territoire en Irak et en Syrie. Le gouvernement indien a annoncé le mois dernier que leur corps avait été découvert dans une charnière à Badouche, petite localité en périphérie de la principale ville du nord irakienne de Mossoul. Des tests ADN, Ahmed, rappelons-le, des tests ADN ont formellement identifié 38 d'entre eux. 39e ne donne qu'une correspondance partielle. L'État islamique a aujourd'hui perdu la plus grande partie des territoires en Irak et en Syrie, qui formaient le Khalifa, qu'il avait autoproclamé en 2014. Merci Samatar pour toutes ces explications. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition extensive de programme sur Télé Djibouti.